Bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, le son a été vérifié, donc tout est OK. Je vous remercie d'être présent pour certains, c'est leur temps de vacances. La période estivale n'est jamais facile, mais en tout cas, soyez sans crainte. Tout ça est enregistré, donc vous aurez le replay tout le temps. Vous aurez tout le temps derrière de pouvoir reprendre les éléments, etc. À la base, je devais faire ce webinaire en une partie, mais finalement, à force de creuser, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses à dire et du coup, on partira peut-être plutôt pour du deux parties. Donc ici, ce sera vraiment la première partie, donc on va voir un peu tous les éléments au fur et à mesure. Mais voilà, on va surtout voir aujourd'hui les notions. Déjà, peut-être une première façon de diagnostiquer à l'aide de la réalité virtuelle le TDAH. Donc voilà. Alors, je suis pas du tout spécialisé en TDAH. J'ai pas l'habitude d'avoir cette population dans mes patients, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'ai autour de moi tout un écosystème qui travaille beaucoup sur le TDAH, donc j'ai pu m'appuyer sur eux pour vous proposer un webinaire de qualité concernant les informations. Donc ce soir, ce qu'on va essayer de voir, alors je vais essayer de tenir une heure, ça risque de déborder un petit peu, mais bon voilà, je vous préviens, je vais essayer de faire quand même les choses assez simples. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions à un moment donné, si vous avez besoin que j'approfondisse quelque chose ou que j'aille un peu plus loin. Voilà. Après, de toute façon, comme je vous dis, tout sera disponible. Donc, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas, n'hésitez pas. Il y a aussi plein d'autres vidéos qui traitent plus en profondeur certains points sur lesquels je vais passer assez vite. Donc, ce soir, on va voir les notions. Alors, notions TDAH, pas tellement, puisque bon, je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà le TDAH et que c'est pas forcément quelque chose enfin, vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui spécialement pour apprendre des choses sur le TDAH, mais plutôt sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour le TDAH. Il y a des gens qui font ça très bien pour parler du TDAH, et donc vous avez une superbe littérature là-dessus. Donc, je vous invite plutôt à consulter ces gens-là plutôt que moi. Donc on va voir ici comment on peut aller vers une aide de diagnostic, en tout cas sur les aspects psychométriques. Donc comment la réalité virtuelle va permettre d'augmenter les informations psychométriques, la qualité du test, et également vers une aide de diagnostic, mais cette fois-ci plutôt comportementale, à savoir comment la réalité virtuelle va nous permettre d'apprendre et de voir des informations sur le comportement du patient dans son quotidien, et donc pouvoir observer ses difficultés. Et ensuite, on va avoir l'utilisation de la réalité virtuelle pour la rééducation du TDAH. Alors, on va voir deux choses qui sont pour moi importantes. C'est la remédiation cognitive classique, mais avec de la réalité virtuelle, et le neurofeedback en ajoutant de la réalité virtuelle. Il y a une petite littérature qui existe aussi sur l'utilisation du TCC comme moyen thérapeutique pour le TDAH, mais j'ai pas encore terminé de tout creuser, donc voilà, je voulais pas simplement effleurer le sujet. Je pense que j'en parlerai plutôt dans une deuxième partie, et également sur la PNL. Mais voilà, j'essaie de voir comment je pourrais vous amener ça de manière de manière assez intéressante. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est que dans ce webinaire, on verra ensemble quelques notions sur la réalité virtuelle pour la compréhension collective avant d'entamer deux points importants, donc le diagnostic et la rééducation du TDAH. Pour le diagnostic, on va démontrer comment la VR elle peut impacter les résultats des tests neuropsychologiques sur le plan psychométrique, mais surtout le rapport pour l'analyse comportementale, que ce soit qualitative et écologique. Pour la rééducation, on verra des exemples avec les prises en charge que l'on peut implémenter en VR. Donc notamment la remédiation cognitive et le bio ou même le neurofeedback. Alors, déjà, première notion qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la réalité virtuelle? Alors, il y a deux définitions que j'aime bien, qui sont assez proches. Donc celle d'Evelyn Klinger qui dit que la réalité virtuelle est un domaine scientifique et technique permettant à un individu d'interagir en temps réel avec des entités 3D au moyen d'interfaces comportementales dans un monde artificiel dans lequel il est plus ou moins immergé. Ce monde artificiel est soit imaginaire, soit symbolique, soit une simulation de certains aspects du monde réel. Et Fuchs en 2006, dans son traité de la réalité virtuelle, définissait la réalité virtuelle comme un domaine scientifique et technique exploitant l'informatique et des interfaces comportementales en vue de simuler dans un monde virtuel le comportement d'entités 3D qui sont en interaction en temps réel entre elles avec un ou des utilisateurs en immersion pseudo-naturelle par l'intermédiaire de canaux sensorimoteurs. Qu'est-ce que ça veut dire si on résume? Ça veut dire qu'en fait, la réalité virtuelle est une technique
vraiment plutôt informatique, donc c'est-à-dire qu'il va utiliser des ordinateurs, donc des entités 3D, avec des interfaces comportementales, donc ça va être les manettes, le clavier, les souris, toutes les choses que vous pouvez voir habituellement. Alors l'immersion pseudo-naturelle, ça veut dire qu'on est, alors d'après Klingler, plus ou moins immergé, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on peut aller très loin dans l'immersion, ou on peut également juste effleurer l'immersion, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important qu'on verra un petit peu après. Interaction en temps réel, ça veut dire qu'il n'y a pas de latence, j'appuie pas sur le bouton et 4 secondes plus tard, il se passe quelque chose, on a besoin d'avoir cette interaction en temps réel. Et l'immersion pseudo-naturelle, donc ici, ça veut dire que les mouvements et l'immersion sont pseudo-naturels, c'est-à-dire que ils ne sont pas 100% naturels, mais qu'on a créé on a utilisé des interfaces comportementales pour pouvoir recréer un mouvement naturel, ne serait-ce que lever la main droite, lever la main gauche, pointer, utiliser un objet, etc. Même si le geste semble naturel, en tout cas, la façon dont il est fait est plutôt pseudo-naturelle. Donc, pour revenir à ces deux définitions, on parle ici d'immersion, et alors Klinger précise que c'est plus ou moins immergé. En fait, dans la réalité virtuelle, on a un continuum d'immersion qui va des systèmes non immersifs au système fully immersif. En fait, mais tous ces environnements ne peuvent pas convenir à l'ensemble de la population. Donc, vous avez les systèmes full immersifs, donc qui sont plutôt les casques de réalité virtuelle. Donc, les casques de réalité virtuelle ne font pas que de la réalité virtuelle, ils font d'autres choses. Et la réalité virtuelle n'est donc pas que le casque. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on entend beaucoup. C'est, voilà, moi, des fois, quand je fais des démonstrations sur la réalité virtuelle, on me dit, vous n'avez pas pris de casque? Ben non, parce qu'on peut faire de la réalité virtuelle sans casque. Alors, on est moins immergé. Ici, on est plutôt sur le système TORP qui est à Lille. Mais vous avez les systèmes Kev aussi qui sont considérés comme des semi-immersifs, ou alors des environnements avec des écrans beaucoup plus grands, vous êtes dans du semi-immersif. Et c'est tout aussi efficace que du full immersif. Et après, vous êtes dans des systèmes non immersifs où là, on est en plein jour, on est sur un écran plus petit. Voilà, donc ça reste de la réalité virtuelle. Après, ça va vraiment être cette différence d'immersion qui va être intéressante. Et elle va être extrêmement intéressante parce que ça voudrait dire qu'en fonction des technologies qu'on va utiliser, du continuum d'immersion qu'on va prendre, et donc des technologies qui vont être sous-jacentes à cette immersion, on va pouvoir travailler avec certaines pathologies, ou en tout cas certaines populations. La grosse question qu'on se pose et qu'on peut se poser avant de commencer, c'est ok, on va parler TDAH, donc généralement ce sont des troubles qui apparaissent assez jeunes chez les enfants. Je pense qu'en moyenne on peut les trouver entre 5 et 12 ans, commencer à diagnostiquer, alors qu'on nous dit que l'utilisation des casques est interdite avant 12 ou 13 ans chez les enfants. Oui, effectivement, alors ils sont interdits, mais surtout pour le système, c'est la maturation visuelle qui a enfin c'est le système de maturation de la vergence oculaire qui est pas encore 100% mature et qu'il faut éviter de perturber. C'est pour ça parce que les lentilles sont trop proches, donc c'est pour ça qu'on évite d'utiliser des casques chez les enfants. Et donc on se dit comment on peut parler de réalité virtuelle et TDAH chez l'enfant si on peut pas utiliser de casque. Et bien tout simplement en utilisant une réalité virtuelle moins immersive, mais tout aussi efficace. Alors chez les jeunes adultes, donc les ados, donc entre 13 et 18 ans, 20 ans, il y a également des précautions à prendre, extrêmement importantes à prendre. Alors, quand on est au-delà de l'adulte, plutôt en gériatrie, il y a aussi des précautions à prendre. Par exemple, pour toutes les personnes qui ont des démences, ou qui sont âgées plus ou à risque de chute, en fait, on va également éviter d'utiliser des casques de réalité virtuelle. C'est pour ça que généralement, les systèmes semi-immersifs sont moins restrictifs et semblent être mieux acceptés aussi par les populations âgées, mais également par les enfants. Donc aujourd'hui, si on parle de réalité virtuelle, on va essayer de faire avec des casques plus ou moins, mais plutôt sur du semi-immersif. Alors, aussi autre chose qu'il faut différencier entre la réalité virtuelle aussi, c'est le côté jeu vidéo, serious gaming et simulation virtuelle. Ce sont des choses qui sont complètement différentes, mais qui, quand elles se recoupent, créent quelque chose de nouveau. Alors, le problème en thérapie, et surtout chez l'enfant, et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est que si on fait du trop ludique, en fait, on oublie qu'on doit apprendre ou sortir de quelque chose à chaque séance. Le problème des choses trop ludiques, c'est qu'en fait, l'enfant, il va se focaliser dessus et il va vouloir impérativement ne faire que ça parce que lui, ce qui va lui plaire, c'est le ludique. Et il va être dans du ludique à fond et du coup, au bout d'un moment, on va oublier de faire des choses vraiment sérieuses
à ce niveau-là. Alors, l'avantage ici qu'on voit dans ce schéma, c'est que le serious gaming, alors j'aime pas forcément ce terme, mais on va parler de serious gaming en santé ou la e-santé, et ben en fait vous allez aller sur plusieurs domaines, les aspects ludiques, la simulation qui est extrêmement importante également puisque ça va être la simulation de l'environnement de l'enfant ou la simulation de comportement que vous voulez voir, et ici au niveau du learning, donc de l'apprentissage, c'est-à-dire apprendre de nouvelles choses pour l'enfant avec les aspects ludiques, mais aussi le côté sérieux de la simulation. Et ça va être extrêmement important. Et grâce à ça, en fait, on ajoute l'écologique pour faciliter le transfert des nouvelles acquisitions. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est que si on ajoute bien une belle simulation, quelque chose qui est bien fait, et ben en fait, c'est là que l'aspect écologique de la neuropsychologie apparaît, et du coup, on facilite le transfert des nouvelles acquisitions. Donc ici, il y a 3 types de neuropsychologie, 1, 2 et 3.0. Donc la 1, c'est la neuropsychologie classique et historique, à savoir des tests plutôt standardisés, papier-crayon, validité écologique relativement basse, avec un contrôle expérimental qui est quand même important, mais on peut faire encore mieux. L'ordinateur permet de faire encore mieux, augmente très légèrement la validité écologique, et si on utilise la réalité virtuelle, on augmente le contrôle expérimental et on augmente la validité écologique. Aujourd'hui, la neuropsychologie moderne et de demain cherche à augmenter le contrôle expérimental tout en augmentant la validité écologique. C'est pour ça qu'on se tourne de plus en plus vers la réalité virtuelle, c'est-à-dire la neuropsychologie 3.0. Alors, est-ce qu'elle peut être utilisée pour le diagnostic? Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, elle a énormément d'avantages d'utiliser la réalité virtuelle pour faire du diagnostic. Donc, ça s'applique au TDAH et ça s'applique également à tout diagnostic et à tout usage du diagnostic pour un trouble cognitif ou une pathologie spécifique chez un patient. Alors, dans les avantages, on a en fait le fait que ça éloigne le patient du côté diagnostic et de son côté aussi incapacité. C'est-à-dire que l'avantage de se retrouver dans un environnement virtuel, c'est on peut oublier pendant un certain temps qu'on est malade et que derrière il y a l'aspect diagnostic qui est important. On est en testing, qui peut parfois amener des biais supplémentaires. Donc forcément, du coup, ça nous permet de nous détacher, et ça peut être quelque chose qui est extrêmement intéressant. On l'évalue également de manière naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce côté, il faut que je fasse les choses extrêmement bien parce que je suis évalué par un médecin, etc. Et là, on a ce côté beaucoup plus naturel et donc forcément beaucoup plus écologique. Ça améliore la précision des tests parce que les ordinateurs sont devenus tellement puissants qu'on peut avoir énormément de données qu'on pourrait pas avoir si c'était un humain qui encoderait les données. On va également améliorer le diagnostic précoce des pathologies. C'est-à-dire qu'en fait, avec la réalité virtuelle, on s'est rendu compte qu'on arrive à diagnostiquer des pathologies avant qu'on puisse les diagnostiquer au format classique papier-crayon. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Gagner quelques années du diagnostic dans certaines pathologies, ça peut être très intéressant. Et également, ça permet d'évaluer l'autonomie et l'indépendance. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes aussi, c'est parce qu'on va avoir un patient dans son contexte et on va voir à quel point il est autonome et à quel point il est indépendant ou dépendant de certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant, c'est de vraiment pouvoir évaluer dans son contexte. Donc aujourd'hui, en neuropsychologie, en tout cas sur le diagnostic, on a 2 visions. Il faut savoir que il y a ce côté vraiment sur les visions des situations expérimentales, donc la neuropsychologie classique, qui utilise des tâches dont l'objectif est clairement déterminé, un déroulement linéaire, durée relativement brève et un contexte hautement structuré. Ce genre de situation expérimentale ne convient pas à un diagnostic de type TDAH. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi se mettre... voilà, il faut se poser la bonne question, se dire, ok, faire quelque chose de très bref, très structuré. Pour un TDAH, il a plus de chances de réussir le test que si on fait quelque chose de beaucoup plus écologique. C'est pour ça qu'il y en a une deuxième vision maintenant, c'est-à-dire plutôt les situations naturelles de la vie quotidienne, où l'objectif, ça dépend davantage des motivations du sujet, où plusieurs actions peuvent se dérouler en parallèle sur des durées beaucoup plus longues et le contexte est plus ouvert, les distracteurs plus nombreux et moins prévisibles. Ça, pour faciliter le diagnostic d'un TDAH, ça peut être extrêmement intéressant à voir. D'un côté, on a donc quelque chose de très court, très structuré. De l'autre côté, on a quelque chose qui peut être beaucoup plus long et qui va englober différents facteurs, notamment la motivation. Je pense que, et même vous, on n'est pas toujours tous motivés par les mêmes exercices, par les mêmes situations.
Et en ayant des choses plus naturelles et plus ouvertes, on va voir aussi quel peut être le degré de motivation, comment les émotions vont pouvoir influencer également nos performances. Donc cette neuropsychologie 3.0, donc celle qui est en train d'apparaître, elle date pas d'hier. Enfin, en tout cas, les réflexions ne datent pas d'hier, puisque déjà en 2001, Le Gall et Alain disaient qu'en fait, elle était particulièrement adaptée pour améliorer la validité écologique ou le niveau de pertinence qu'une épreuve ou un entraînement peut avoir au regard du monde réel. Déjà, on se disait, ok, une fonction cognitive, très bien, on sait l'évaluer, mais quel est son impact concret dans le monde réel? Et ça, parfois, c'est extrêmement difficile. Parfois, quand j'interroge des neuropsychologues sur, ok, très bien, la mémoire de travail, l'empan visio-spatial, etc. On sait le définir, on sait le mesurer, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact? Est-ce que c'est handicapant? À quel point? Etc. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et donc, l'intérêt de cette nouvelle approche, c'est de créer de nouvelles situations de test et de réhabilitation. À partir du développement de paradigmes expérimentaux suffisamment pertinents, les perspectives vont être nombreuses, y compris par exemple en coupant les épreuves sous virtuelles et l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc là, déjà, il y a 20 ans, on imaginait mettre des patients dans un environnement virtuel pendant qu'on analysait leur cerveau par imagerie cérébrale fonctionnelle. Et ça, on se dit, ok, ça voudrait dire qu'on pourrait observer le comportement naturel ou pseudo-naturel des gens dans un environnement écologique tel que la cuisine, etc. On pourrait voir comment fonctionne le cerveau quand on fait un plat, tout simplement. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes. Alors, il y a d'autres avantages. Je vais pas tous les faire. J'ai toute une série de vidéos en webinaire qui parlent des intérêts et des avantages de la réalité virtuelle. Donc, pour reprendre très brièvement, les environnements sont plus écologiques. Le contrôle et le paramétrage des stimulus et des réponses est également beaucoup plus fort. On a des feedbacks sur les performances. Ça minimise l'aspect artificiel de la situation. On enregistre tous les comportements et les performances. Il y a la sécurité de la situation. Ça va permettre de généraliser les apprentissages. Ça va s'adapter aux environnements des utilisateurs. Ça standardise les protocoles encore plus. Et on optimise l'implication des utilisateurs. Ça permet vraiment d'introduire une aide et une gestion directe des erreurs. Je fais une erreur, très bien, je le vois grâce à mon feedback, je peux modifier mon comportement et essayer d'obtenir un feedback positif. Alors, est-ce qu'ils sont plus sensibles? Eh bien oui, de plus en plus d'études ont démontré qu'en fait, la réalité virtuelle était plus sensible pour le diagnostic. Donc vous avez l'étude de Whitman, d'Albany, de Huck et de Klinger. Toutes ces études-là ont montré qu'en fait, ils arrivaient à une plus grande finesse de diagnostic. C'était beaucoup plus sensible. En fait, de manière générale, tous les tests en réalité virtuelle, alors, quand les environnements et que les tâches sont écologiques, elles permettent de mieux discriminer les étapes pathologiques. Donc forcément, le côté plus sensible, est-ce que je suis pathologique ou non pathologique? Et également, ils permettent d'apporter, en plus de l'identification des troubles cognitifs, le handicap. Quel est le handicap dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai Parkinson, que je me balade dans un magasin, donc là c'était l'étude de Klinger et collaborateurs, je vais être efficace, je vais réussir la tâche, mais le temps va être multiplié, je vais faire plein d'arrêts, etc. C'est un handicap, oui, à quel point? C'est un handicap plutôt temporel. Je vais devoir prendre plus de temps pour faire mes courses. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors maintenant, on va aller dans le cœur du sujet. Le diagnostic pour le TDAH. Est-ce qu'il est possible de diagnostiquer un TDAH à l'aide de la réalité virtuelle? Alors, déjà, le problème du diagnostic du TDAH, alors ça c'est un webinaire qu'a donné Sébastien Henrard, je pense que vous le connaissez tous, il n'y a pas besoin de le présenter, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite à suivre tout ce qu'il fait sur le TDAH, extrêmement intéressant, on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois à ce sujet-là. Donc voilà, donc si on reprend, c'est pas forcément sa définition, mais ce que lui explicite dans ses webinaires, c'est qu'en fait, ce serait, et donc les définitions générales, ce serait donc lié à de l'inattention, ce qui provoque des omissions, à une hyperactivité, ce qui provoque un comportement du patient, et une impulsivité, donc ce sont les commissions, c'est-à-dire que j'ai appuyé alors que je ne devais pas appuyer. Il y a également le côté fluctuation de l'attention.
Voilà, ça c'est les éléments principaux du TDAH. Encore une fois, je suis pas spécialiste, donc j'ai peut-être oublié des éléments importants ou des éléments peut-être mineurs, mais enfin voilà, en tout cas, ce qui ressort dans la littérature aujourd'hui, c'est plutôt ça. Alors ça pose différents problèmes, c'est qu'en fait, quand on fait un diagnostic du TDAH, ben, différents problèmes, c'est qu'en fait, souvent, on se base plutôt sur une évaluation et des questionnaires, et que les entretiens sont peut-être un peu trop subjectifs. Donc là, forcément, ça pose un peu de problème, puisque ça va pas nous aider dans le diagnostic, c'est-à-dire qu'on va augmenter la marge d'erreur, ou d'oubli, ou de patients auxquels on va passer à travers. Par contre, si on utilise les tests neuropsychologiques, ben en fait, on se rend compte que 35 à 87% des enfants TDAH, ils réussissent les tests neuropsychologiques. C'est-à-dire que le test neuropsychologique d'un TDAH ne suffira jamais à valider ou à invalider vos questionnaires et votre entretien. Et là, du coup, ça pose pas mal de problèmes parce qu'on se dit finalement, à quoi bon faire une démarche neuropsychologique et donc à quoi bon utiliser la réalité virtuelle en neuropsychologie si finalement ça apportera pas plus. Ben, c'est ce qu'on va voir en fait au fur et à mesure de ce webinaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on a plus de chances d'observer le problème en situation que lors de tâches artificielles. Donc ça, c'est la deuxième vision de la neuropsychologie plus que la première. C'est-à-dire qu'en fait, si on crée des tâches artificielles, et ben en fait, on risque de passer à travers. Par contre, si on a la possibilité d'observer le patient dans une situation donnée, et ben en fait, on aura plus de chances d'observer un comportement typique du TDAH. Donc il y a deux notions importantes que j'ai déjà expliquées, mais que je reprends aujourd'hui. Et donc ça, ce sont des diaporamas que m'a prêté Sébastien Henrard, et donc je le remercie. Je sais qu'il prendra le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Donc il y a deux notions importantes, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'anamnèse clinique, l'entretien et les questionnaires structurés, c'est 90% du diagnostic. Le bilan neuropsychologique ne rentre en compte que pour 5% du diagnostic, et après on a 5% de doute raisonnable. C'est-à-dire que si votre bilan psychologique, en fait, il va pas vers un TDAH, mais que votre anamnèse va vers un TDAH, ne prenez pas en compte votre bilan neuropsychologique. Il doit juste vraiment servir à valider ou à invalider votre idée de base par rapport à votre entretien clinique. En fait, il ne faut pas se baser uniquement sur les tests, c'est vraiment des aides au diagnostic et à la prise en charge. On verra comment on peut améliorer ça. Après, c'est pareil, les problèmes, c'est que les performances cognitives, elles fluctuent dans le temps, dans la journée, mais même dans l'année. C'est-à-dire, après des vacances, après un bon week-end, en décembre, en janvier, le lundi, le jeudi, le matin, l'après-midi, tout ça, en fait, sont des choses qui, ça fluctue, donc ça va être extrêmement important de pouvoir avoir des mesures plus longues. Et on utilise souvent soit des tâches qui sont répétées, soit des mesures très longues sur des moments dans la journée, et du coup ça va augmenter la fatigabilité des patients, et donc on va perdre des informations. Donc la solution, ou en tout cas une des solutions, ce serait d'améliorer les tâches et les outils psychométriques et neuropsychologiques en proposant des tâches écologiques pour pouvoir justement mesurer la fluctuation de l'attention, pour pouvoir mesurer les différents intérêts en fonction des tâches à faire et de la motivation des patients. Ça, c'est des choses qui vont être extrêmement intéressantes. En fait, dans des environnements qui restent écologiques, donc avec des distractions naturelles, afin de pouvoir observer le comportement du patient au travers d'une situation et non d'un questionnaire. Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important, c'est-à-dire que le questionnaire va nous donner des réponses, des réponses qu'on se pose. Par contre, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on va pouvoir confronter nos réponses au questionnaire par rapport au comportement du patient à travers une situation donnée. Et donc c'est là-dessus qu'est parti Albert Skiprizzo en 2004 en créant la Virtual Classroom. Donc c'est un des premiers tests de réalité virtuelle, voilà. Et en même temps, c'est aussi un des premiers tests sur le TDAH qui a cherché à valider justement cette notion-là. Donc l'enfant utilise une espèce de lunette 3D et doit faire une tâche de CPT, donc c'est-à-dire qu'il y a une détection de suite de lettres. Dans ce cas-là, c'est A et K, et il doit cliquer sur le K quand il est précédé de la lettre A, et ne doit pas cliquer quand il y a le K mais qui n'a pas été précédé par la lettre A. Alors on va mesurer l'attention soutenue, parce que c'est des tests qui vont être très longs par plusieurs blocs, et on va également mesurer la résistance à la distraction, à savoir la distraction visuelle et
ou sonores, qui sont classés en difficulté. Alors, donc là, ce sont les lunettes. Ici, ce sont donc les lunettes 3D. Donc, c'est pas vraiment un casque de réalité virtuelle, même si finalement, c'est les mêmes principes. Ça, c'est des casques qu'on utilisait à l'époque en 2004. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont différentes. En fait, ça rend simplement l'environnement 3D. C'est un petit peu différent. Je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Alors là, voilà, hop, ici vous avez ici ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, vous avez des camarades de classe, les lettres qui apparaissent au tableau. Donc là, c'est une autre version. Hein. Ça, c'est celle de 2018. Donc ils ont changé. C'est plus un CPT. C'est une autre tâche, mais ça reste le même principe. Les lettres apparaissent au tableau. Et donc il y a des choses qui se passent. Donc là, ici, on a un enfant qui se met à boire. Et on va mesurer si il y a des commissions, des omissions. Ou alors, est-ce que je regarde longtemps à gauche, combien de temps je regarde à gauche quand il y a un distracteur, etc. Et alors, vous n'avez pas les sons, mais vous avez aussi un camion qui passe, vous allez entendre des avions, vous allez entendre plein de choses. Il y a un enfant qui tousse, etc. Et on va voir si l'enfant il reste concentré ou s'il est perdu et qu'il regarde d'autres choses. Et donc ici, je crois qu'on va voir l'enfant en pleine action. Hop. Alors ça, c'est les réponses en fait. C'est-à-dire que on voit que sur les lunettes, il y a il y a des capteurs et en fait, on va voir une différence au niveau des capteurs. Donc ici, il y a un homme qui marche et donc l'enfant normal, lui, il a regardé une fois, alors que l'enfant TDAH, lui, il est un peu plus perturbé. Donc ici, sur le car, donc une voiture qui passe, voilà, l'enfant qui a un TDAH, comme à droite, on voit qu'il est beaucoup plus volatile, il reste plus de temps, etc. Alors qu'un enfant qui n'aura pas de TDAH diagnostiqué, lui, il va rester concentré sur la tâche qui est en cours. Donc ça, c'est le genre d'éléments qu'on peut avoir grâce à la réalité virtuelle. Voilà, donc on voit ici complètement que l'enfant est l'enfant TDAH, lui est un peu plus, lui il est vraiment en train de regarder tout ce qui se passe. Alors après, ça peut aussi être dû au fait que c'est une nouvelle techno, c'est rigolo, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la classe virtuelle de Rizzo, c'est que on a vraiment la possibilité de recontextualiser une tâche cognitive psychométrique dans un environnement écologique, donc ici une salle de classe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un test neuropsychologique classique qu'on utilisait sous format papier-crayon ou via simplement un ordinateur sans distracteur naturel, etc. Simplement une tâche très simple comme dans la TAP, et on l'a recontextualisé. C'est-à-dire qu'on a créé un contexte autour, donc ici une salle de classe, pour augmenter les distracteurs et avoir en tout cas des distracteurs naturels. Alors, ça a beaucoup d'avantages, mais il manque aussi quelque chose, c'est qu'en fait, du coup, la tâche, elle n'est pas forcément intéressante. Elle n'a pas une motivation. Enfin, je veux dire, elle offre pas de motivation. On ne voit pas s'il y a un intérêt pour l'enfant. Il y a le côté émotionnel aussi qui est pas pris en compte. L'enseignant ne bouge pas, donc ne permet pas de capter l'attention de l'enfant spécifiquement que simplement une projection sur un écran blanc. Donc, pour aller plus loin, il faudrait qu'en plus de recontextualiser une tâche cognitive psychométrique, en fait, de créer une tâche cognitive psychométrique ou neuropsychologique qui serait vraiment elle aussi écologique. Parce que finalement, suivre un cours, ça va durer 50 minutes avec des hauts et des bas, des moments où vous allez devoir travailler en autonomie, des moments où vous allez devoir écouter, où le professeur va parler, lever le ton, être plutôt visuel, sonore, enfin, tous ces éléments-là doivent être pris en compte par rapport pour un enfant, surtout pour les enfants à cet âge-là. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans la réalité virtuelle, c'est vraiment ces aspects création de tâches écologiques. Contextualiser dans un environnement, c'est facile. Créer une tâche écologique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors au niveau des résultats, parce qu'en fait ça a quand même donné des données qui sont extrêmement importantes. Donc on voit en rouge les données des enfants qui ont un diagnostic déjà en avance de TDAH. Donc on voit ici c'est le nombre de clics corrects dans la classe virtuelle. Donc ici sur les 6 blocs.
Et on voit qu'en fait, on a un pattern qui est similaire aux enfants contrôle, à savoir au bout d'un moment, on fatigue quand même, et à la fin, on a une petite gain d'énergie parce qu'on sait que c'est le dernier, donc on arrive à se reconcentrer. Mais on voit qu'en fait, d'office, il y a déjà un écart entre les enfants TDAH et les enfants contrôle. Ce qui veut dire qu'en fait, les patterns de réponse sont similaires. On voit qu'il y a bien cette fatigabilité qui existe, mais il y a vraiment cette différence significative et qui va être vraiment utile pour discriminer les pathologies. Ce qui veut dire que dès le premier bloc, je peux déjà voir qu'il y a une différence et je pourrais le valider déjà dès le bloc 3. Et en fait, il existe aussi des différences significatives entre les groupes TDAH et contrôle pour les bonnes réponses, comme pour les commissions. C'est-à-dire qu'ici, les taux de bonnes réponses sont complètement différents entre les groupes témoins et les groupes TDAH d'à peu près 20 points, ce qui fait qu'en fait, c'est extrêmement significatif. Alors que si au niveau des commissions, donc les appuis alors qu'on n'aurait pas dû appuyer, on a quand même déjà un écart de 7 points également, ce qui est déjà extrêmement important. Par contre, il n'y a pas d'influence de l'utilisation de la réalité virtuelle sur le temps de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants n'avaient pas de lenteur. S'il y avait une différence sur le temps de réponse, ça voudrait dire qu'en fait, les enfants, c'est pas forcément des commissions ou des oublis, c'est peut-être juste parfois une lenteur qui est présente. Ici, on voit qu'il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de différence entre les deux, donc c'est pas une question de lenteur, c'est vraiment un problème qui est lié aux omissions et aux commissions. Ce qui donc correspondrait à un TDAH. Après, il y en a d'autres. Il y a des corrélations positives avec la CPT2, les temps de réaction aux bonnes réponses, quand même, par rapport à la CPT2, j'entends bien, et du temps de réaction aux bonnes réponses également. Il n'y a pas d'effet de cybersickness, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas eu le malaise du simulateur, ce qui s'explique par le matériel, qui n'est pas vraiment un casque de réalité virtuelle de type HMD. Donc forcément, ça permet de changer le cybersickness. En fait, l'avantage de ces casques, c'est que ce sont vraiment juste deux écrans, mais qui ne coupent pas du monde extérieur. C'est-à-dire que si à un moment donné, je sens que j'ai un petit malaise, je peux très facilement récupérer le monde extérieur et revenir dans l'environnement à ce moment-là. Et en fait, on peut discriminer des groupes TDAH, des groupes contrôle, dès le premier bloc. C'est-à-dire que dès le premier exercice, je peux déjà avoir une information pertinente sur le fait que la personne est un TDAH et un contrôle. Chose qu'on n'a pas avec des tests neuropsychologiques classiques, où il faudrait attendre plus de tests pour avoir ces informations-là. Plus un diagnostic différentiel. Alors, en plus de la qualité psychométrique, on va également avoir des informations sur l'aspect comportemental, et ça va être intéressant de pouvoir observer l'enfant dans son comportement, dans son milieu de vie. Ça, ce sont les informations les plus pertinentes à prendre en compte dans l'évaluation d'un TDAH. Voilà, vous savez, un énorme avantage est de pouvoir observer l'enfant avec les contraintes de la situation et surtout son comportement. Donc ici, on va voir en fait l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que ça permet de voir des choses un peu rigolotes de l'extérieur, en tout cas où la personne elle a fini par être vraiment normale. Donc là, j'ai simplement pris quelqu'un qui joue à un jeu de réalité virtuelle. Donc ici, c'est Spider-Man. Et donc ici, on voit ce qui se passe dans l'environnement et on voit ce que fait le joueur. Et donc, on peut vraiment voir ce qui se passe pour lui en temps réel. C'est-à-dire que ça devient vraiment quasiment naturel au bout d'un moment pour lui donc de se déplacer dans cet environnement-là. D'ailleurs, je sais même pas comment ils ont fait parce qu'il devait avoir mal au crâne. Ça bouge tellement vite. Mais bon, voilà, ils ont dû trouver un système. Je l'ai pas testé, donc ils ont dû trouver un système assez sympa. Mais voilà, donc on voit vraiment ici les déplacements de l'enfant, du joueur, donc de manière naturelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans son truc, il est enfermé, il oublie presque qu'il se passe des choses à l'extérieur, et du coup, il va agir de manière complètement naturelle, et il va vraiment vous offrir des informations extrêmement pertinentes sur la façon dont il évolue dans un milieu naturel. Là, le problème, c'est comme ce sont des jeux vidéo, il y a l'effet vraiment waouh, super cool, etc. qui apparaît, mais dans un environnement plus sérieux, on aurait la même chose et des comportements naturels.
On va pouvoir suivre en temps réel l'évolution du comportement selon le temps, selon les blocs ou les intérêts. On peut très bien avoir des intérêts, des blocs avec des intérêts qui sont pour l'enfant, des blocs avec des intérêts qui sont plutôt négatifs pour l'enfant. Et on va pouvoir voir si le comportement évolue à ce moment-là et si, en fonction du temps, si ça dure 5, 10, 15, 20 minutes, pas plus de 20 minutes, parce que sinon, voilà. Bon, après, si c'est sur de la vidéo, si c'est du semi-immersif, c'est pas trop gênant, mais bon, quand même éviter de faire trop d'écran. Et donc voilà, mais essayer de voir quand même si ça peut, si le temps va avoir une évolution sur le comportement. Alors, ça a beaucoup d'intérêt, surtout pour la rééducation, puisqu'on va pouvoir ajuster en temps réel ou rapidement la simulation pour observer directement des nouveaux comportements. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant, c'est pour voir si en modifiant l'environnement, on va avoir une modification du comportement. Alors, pour avoir un environnement écologique, il y a quand même des choses extrêmement importantes à prendre en compte ou à vérifier quand on utilise un logiciel de réalité virtuelle. C'est qu'en fait, il est important de créer des scènes de la vie quotidienne en respectant les exigences de la tâche et de l'environnement. En fait, ce sont des principes, ce sont les mêmes principes pour la réalité virtuelle que pour la variable écologique qu'on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Donc il y a deux choses, c'est la veridicality, donc ou la véracité, c'est la généralisation des résultats d'un exercice cognitif aux performances de la vie réelle. C'est-à-dire que je dois obtenir les mêmes performances dans la vraie vie que dans l'environnement virtuel, ou en tout cas être capable de généraliser ça dans les deux environnements. Et la vérisimilitude ou la vraisemblance, c'est le caractère naturel et la capacité à simuler les exigences d'une tâche réelle. C'est-à-dire que je dois pouvoir faire la même chose dans l'environnement réel que dans l'environnement virtuel. Il ne faut pas que l'environnement virtuel soit plus permissif que l'environnement réel. Si par exemple je dois sortir d'un labyrinthe, si je peux voler dans l'environnement virtuel, ben en fait ça me permet de tricher et du coup j'ai pas les mêmes exigences, que dans la tâche réelle. Alors, il y a différentes efficacités entre l'environnement virtuel et l'environnement réel, surtout dans l'analyse comportementale. C'est qu'en fait, on peut prendre différentes choses, soit s'entraîner dans des simulateurs, donc des applications VR par exemple, sous forme de jeu. Donc si c'est pas vraiment de la réalité virtuelle, mais bon, ça reste du jeu simulé version salle de classe, ou alors réaliste mais plutôt d'époque, ou alors réaliste mais proche, c'est-à-dire voilà aujourd'hui à quoi ressemble une salle de classe, plus ou moins. Ou alors il y a s'entraîner en vrai ou évaluer le comportement en vrai dans une salle de classe qui peut être pleine ou dans une salle de classe qui peut être vide ou allégée. Et donc la question qu'on va se poser, c'est quel est le plus pertinent, le plus intéressant. Là, on aura de meilleurs résultats. Et là, c'est dans la vraie vie. Ça, de toute façon, je ne vous apprends rien. Il n'y a pas de magie. Même si je ne peux que vous encourager à utiliser la réalité virtuelle, la situation réelle reste le meilleur moyen de rééduquer et d'observer des comportements intéressant pour votre pratique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Si on a la possibilité d'évaluer en direct, dans la vraie vie, dans une vraie situation, son patient, on le fait. Si on peut pas, ben on va essayer plutôt de voir une situation plutôt proche. Si on peut pas, et ben dans ce cas, on va plutôt faire la situation de réalité virtuelle la plus proche possible, ou alors en tout cas quelque chose de simulé, mais alors pas du tout quelque chose de décalé parce que ça n'aura pas forcément de sens. Donc prendre quelque chose de proche. Mais l'idéal, c'est de coupler les deux, parce qu'en fait, les situations réelles, elles semblent bien meilleures, elles le sont, mais l'association entre les prises en charge avec les environnements virtuels et les environnements réels sont bien plus efficaces. Parce qu'en fait, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on va pouvoir répéter les simulations plusieurs fois. On n'aura pas besoin à chaque fois d'aller en salle de classe, de tout déranger pour pouvoir observer 10 fois le patient à 10 moments différents. On va pouvoir diversifier les situations. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant. On va pouvoir accélérer ou ralentir une action. S'il y a des choses ou des comportements dont on connaît déjà les problématiques, etc., on va pouvoir les accélérer pour pas perdre trop de temps ou ralentir des actions où on a besoin d'observer vraiment le comportement de l'enfant. Et l'avantage aussi, c'est que toutes les erreurs qu'il va faire, elles vont être sans répercussion. Ce qui n'est pas toujours possible en situation réelle, parce que en situation réelle, une erreur va avoir une répercussion.
Ici, l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'en fait, le patient, il est safe tout le temps. Et d'ici, toutes les erreurs qu'il pourra faire sont sans répercussion pour lui directement. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que je peux entamer le côté rééducation? Est-ce que vous avez des questions ou pour vous, tout semble bien? Bah, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, dans le chat, il y a pas de problème. J'ai le chat sous les yeux, donc je peux continuer. Je peux y répondre en même temps. Bon, parfait. Il y aura un temps à la fin hein, pour les questions ou après par mail, peu importe. Alors, utilisation de la réalité virtuelle dans la rééducation du TDAH. Alors là, je vais faire une toute petite parenthèse sur un serious game qui est utilisé comme traitement contre le TDAH. Alors, ça s'appelle Endeavor RX et donc c'est développé aux États-Unis par l'entreprise Akili. On en discutera juste après. Là, c'est le trailer du jeu, hein, donc c'est un truc vraiment d'attention quasi pure où voilà, il faut choper des trucs qui se baladent sur l'écran. Ça va extrêmement vite. Ça me fait mal aux yeux même. Mais voilà, ce genre de choses que vous pouvez avoir comme jeu. Faut savoir que ceci est considéré comme un médicament puisqu'il a passé les normes FDA. Je vais en parler juste après une fois que j'aurai terminé. Qu'on aura terminé ça. Donc il y a plein de choses hein, qui bougent. Pour les enfants, c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de couleurs, très stimulant. Voilà, il y a toutes les mécaniques de gameplay et de motivation qui sont intéressantes, où je peux débloquer des nouveaux avatars si j'ai gagné assez de points, etc., etc. Donc l'enfant, il a envie d'y retourner, de continuer, de travailler en fait, tout simplement, mais avec des aspects ludiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Ben, en fait, c'est le premier serious game, donc c'est du serious game, c'est pas de la réalité virtuelle, mais ça reste quand même une porte d'entrée vers l'usage de la réalité virtuelle pour des thérapies, mais vraiment avec quelque chose de très très ficelé. Donc c'est le premier serious game à obtenir l'autorisation de la FDA comme traitement. Donc c'est un traitement qui a une posologie et qui ne peut être délivré que sur ordonnance. Enfin, il peut être délivré sans ordonnance, mais il est délivré sur ordonnance. Donc pour les enfants de 8 à 12 ans, la posologie est de 25 à 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, pendant 30 jours, renouvelable 3 fois. Et les études ont montré qu'il y a 30% des enfants qui ont joué, donc sur les 600 qui ont été testés, qui annoncent ne plus avoir de déficit de l'attention. C'est fort, hein, ne plus avoir de déficit de l'attention. Et ensuite, il y a également quelques effets secondaires, les migraines, les frustrations, etc. Ce jeu coûte $450 pour 3 mois. Et vous pouvez l'avoir si vous avez une mutuelle à $300 pour les 3 mois d'utilisation. Qui fait à peu près 300 € hein, pour les 3 mois d'utilisation de ce jeu. Donc vous avez intérêt à avoir une ordonnance et une bonne mutuelle. Aux États-Unis. Alors pour la France, c'est autre chose. Voilà, il faudra passer par les normes européennes, etc. Et je sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais je pense qu'ils vont chercher aussi également à aller implémenter ça en France avec les mutuelles et les organismes habituels. Voilà, je sais pas où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça, mais voilà. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà. Alors, la réalité virtuelle, par contre, elle va permettre de faire plusieurs choses, de créer des environnements professionnels, donc pour travailler dans des environnements professionnels, les environnements grand public, les magasins, les gares, etc., ou les manifestations, et les environnements privés pour pouvoir évaluer la personne dans son environnement, évaluer où travailler avec la personne. Alors après, la question de la qualité des environnements en réalité virtuelle avec lesquels on travaille, ben, en fait, c'est pas le plus pertinent et le plus intéressant. L'impression de réalisme, elle n'est pas importante. En haut, vous avez une photo de la Grand Place de Mons, et en bas, vous avez une représentation dans un environnement de réalité virtuelle de cette même place. Voilà, c'est assez qualitatif en bas quand même. Moi, j'aime bien. Je trouve que tous les éléments y sont. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est d'offrir une comparaison qui est efficace
qu'il y a suffisamment d'éléments pour situer la personne dans un environnement en 3D représentatif. Donc une salle de classe, ça n'aura pas besoin d'être détaillée et développée par des graphistes et vraiment des pros du dessin 3D. Le symbolisme est sans doute plus important que le réalisme. Donc si vous utilisez des applications 3D de type réalité virtuelle, ne cherchez pas le truc, le nec plus ultra. Si c'est bien fait, si c'est bien symbolisé, une salle de classe qui est faite avec Minecraft suffira largement. Mais il faut que ça reste symbolique, mais quand même un peu réaliste. Alors, en fait, le plus essentiel, c'est qu'il faut que ce soit crédible. Il faut que ce soit crédible sur différentes choses. C'est-à-dire que moi, je suis immergé, ma boucle sensorimotrice fonctionne, le contenu, le scénario me va, il est crédible et mes attentes sont également présentes. La question, c'est est-ce que l'environnement dans lequel je suis, il est crédible? Ok, ça ressemble à une salle de classe. Je confirme que c'est bien une salle de classe. Tout ce que je fais dans cet environnement-là, c'est des choses que je pourrais faire dans un environnement de salle de classe. Le contenu, le scénario, c'est bien une salle de classe. Et ben, je vais aller vérifier si toutes mes actions que je vais faire et mes interactions, elles sont possibles. Ok, c'est possible. L'environnement est crédible, mes actions sont crédibles. Je peux me prendre au jeu. Donc je me prends au jeu de la réalité virtuelle. Et à partir de là, le sentiment de présence sociale, d'action et spatiale est décuplé et il est vraiment important. Et c'est ça qui va être extrêmement important dans la réalité virtuelle, c'est que si on les met dans les bonnes conditions, et ben en fait, ils vont pouvoir nous offrir un comportement totalement naturel. Ils auront l'impression d'être dedans et d'oublier le monde extérieur et d'agir comme s'ils étaient dans leur salle de classe. Et ça, c'est extrêmement pertinent. Donc cette réalité virtuelle, elle sert beaucoup pour les patients. En fait, elle est vraiment pour tous parce qu'elle n'a pas ou peu de limite d'âge, selon le continuum d'immersion. Bien sûr, si on prend des casques de réalité virtuelle, on va plutôt être embêté à certains âges de vie que si on utilise plutôt du semi-immersif. Mais en tout cas, elle va vraiment être utile pour tous. Ça améliore la validité écologique, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, il y a aussi des choses qui vont être extrêmement importantes, surtout si on travaille chez des enfants. Et là-dessus, on va vraiment pouvoir aussi les intéresser. C'est qu'en fait, ça va améliorer la motivation par des mécanismes de gameplay dans certains cas ou pour son aspect très attrayant. Et ça peut être quelque chose de pertinent. Alors, il y a plein de mécanismes positifs qui ont été évalués dans la réalité virtuelle, notamment par Evin Klinger. Donc ça, c'est... Alors, l'article ne date pas de 2021 pour elle, mais on en a reparlé il y a pas longtemps, donc j'ai repris cette diapo-là de l'époque. La réalité virtuelle permet la répétition. On va pouvoir répéter sans arrêt les mêmes situations en gardant un contrôle sur la graduation de la difficulté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir répéter, mais pas 200 fois la même situation, mais des situations similaires avec des graduations sur la difficulté. Et ça va être extrêmement intéressant de pouvoir garder le contrôle sur la difficulté des situations. Tous les aspects ludiques qui sont liés au gameplay, au côté un peu jeu, et ben en fait ça va augmenter la motivation. Ben, il y a les aspects ludiques, c'est sympa, c'est marrant, j'ai envie d'y retourner, je suis plus motivé à. On est tous, je pense, plus motivés à passer, en tout cas pour moi, quelques heures à jouer aux jeux vidéo que de quelques heures à taper des articles ou à renvoyer des mails. Après, il y a tout ce qui est côté feedback aussi, qui vont être extrêmement augmentés grâce à la réalité virtuelle et vont être en temps réel sur les résultats. Je viens de terminer ma situation. Mon feedback apparaît, il est positif, il est négatif. Je vais pouvoir tout de suite m'adapter et recommencer en essayant d'améliorer ça. Et la tâche est qualifiée, à savoir qu'elle est écologique et individualisée. Mon objectif, c'est ça. La réalité virtuelle me permettra de vraiment travailler sur mon objectif et pas d'avoir quelque chose qui est plus ou moins proche de mon objectif. J'ai du mal à me concentrer en classe, on travaille sur une tâche qualifiée en classe. Voilà. Ça va vraiment être le plus pertinent. Plus vous serez individualisé, mieux ce sera. Pour ces mécanismes de jeu, enfin les mécanismes positifs de la réalité virtuelle, c'est exactement les mêmes que pour le jeu vidéo. Vous prenez Candy Crush, parce que j'aime bien cet exemple, vous répétez constamment le même gameplay, c'est-à-dire faire des alignements de bonbons. Ça, vous répétez, faites ça tout le temps, mais au bout d'un moment, vous avez cette impression d'augmenter parce que vous êtes au niveau 300 et qu'il y a des choses un peu, des mécaniques qui changent un peu. C'est ludique parce que c'est rigolo, c'est des petits bonbons qui explosent. Les feedbacks, vous avez fait 2, 3, 0 étoiles et vous pouvez recommencer, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas s'en servir en rééducation parce que c'était pas une tâche qualifiée. Voilà, les personnes dans la vie n'a comme métier ou comme besoin pour être autonome de devoir faire ce genre de choses. Alors, je vais vraiment aller un petit peu plus loin là-dedans dans ces mécanismes-là parce que pour moi ils sont extrêmement importants de comprendre pourquoi la réalité virtuelle va être un atout dans la rééducation.
surtout chez les enfants, c'est qu'en fait, et tout ça, c'est vraiment issu du jeu vidéo de prime abord. Donc ici, le côté de la répétition, donc la graduation et le contrôle, c'est ce qu'on appelle le game flow. En fait, le game flow, c'est ce qui permet de conserver un intérêt par rapport à ses performances sans faire lâcher prise, c'est-à-dire l'anxiété. Donc je vais prendre un exemple très simple. Quand je commence un nouveau jeu vidéo, ça commence généralement de manière facile parce que j'ai très peu de compétences dans le jeu. Et au bout d'un moment, je maîtrise mes compétences, mais si le niveau de difficulté n'augmente pas, je vais m'ennuyer. Donc on en est là. C'est-à-dire qu'ici, j'augmente mes compétences et j'arrive dans la zone d'ennui parce que la difficulté ne m'augmente pas. Par contre, en revanche, si la difficulté était trop dure dès le début et que j'avais pas les compétences pour réussir, je serais dans un niveau d'angoisse en me disant pourquoi je vais jouer, sachant que je vais mourir dans la minute. Du coup, ce qui se passe, c'est que le game flow, c'est une zone idéale dans laquelle on doit alterner. Donc ici, entre l'augmentation de la performance jusqu'à ce que j'arrive à une zone d'anxiété, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre tous les mécaniques ou alors j'ai pas les compétences pour pouvoir avoir quelque chose de facile et de non anxiogène. Du coup, ce qui se passe, en fait, on va à ce moment-là permettre aux joueurs d'apprendre une nouvelle méthode jusqu'à ce qu'il la maîtrise ou qu'il ait la perception de la maîtrise, et on va aller augmenter du coup la difficulté pour qu'il soit vraiment dans la maîtrise totale du truc. Donc en fait, au sein des mêmes exercices, ça c'est quelque chose qu'on peut faire en rééducation, les variations de difficulté pour conserver une envie de performance et une implication sont extrêmement importantes. Après, vous avez des jeux où on est dans très peu de compétences et une anxiété plus, comme les Dark Souls, où là, mais là c'est le but, hein, on n'achète pas ce genre de jeu pour y aller pépère. Alors, et après, vous avez des jeux complètement différents, mais l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que vous pouvez très facilement faire ce genre de choses. Sur la côté de la motivation, c'est tous les aspects ludiques, l'encouragement, les récompenses, les objectifs, le côté un peu environnement sympa, la détermination qui augmente, le challenge aussi, pouvoir faire plus, augmenter ses statistiques, ses scores, etc., etc. C'est vraiment la motivation le plus important, surtout chez les enfants. Surtout s'ils sortent de l'école et qu'on leur propose des exercices papier-crayon qui sont pas forcément stimulants pour eux ou qui peuvent juger eux de leur point de vue intéressant, on risque de les perdre. Alors le côté jeu, il est vraiment permis par les mécanismes de gameplay s'il y en a, mais aussi par l'aspect technologique. C'est nouveau, c'est une découverte, c'est de la modernité, et du coup pour eux c'est bête, mais ils vont trouver ça plus efficace. Si on vous dit aujourd'hui, on va vous former de manière classique, papier-crayon, vous allez lire des choses pendant des heures et à la fin vous aurez votre diplôme sur cette formation-là, ou alors je vous mets dans un simulateur, vous allez faire les exercices, vous allez voir, vous allez dire ok, vers lequel vous voulez aller, vous allez dans la majorité aller plutôt vers la découverte, la modernité, et vous allez le juger plus efficace parce que pour vous c'est moderne, c'est technologique. Et après, ça ajoute également tous les aspects de challenge et feedback. Et les feedbacks sont extrêmement importants parce qu'ils permettent les apprentissages sans erreur. Je peux aller au bout de mon action ou pas, stopper et reprendre, recommencer, jusqu'à ce que j'ai tous les feedbacks positifs pour comprendre ensuite à la fin comment j'ai fait pour y arriver. Donc c'est aller aussi au bout des démarches sans danger. Voilà, dans les Sims, si vous allez au bout de la mauvaise démarche et que ça brûle, c'est pas un problème. Votre Sims, lui, il va mourir, mais vous êtes safe. Et donc c'est pareil aussi en réalité virtuelle, c'est qu'on va pouvoir aller au bout de l'erreur, mais sans danger. On va également pouvoir avoir des feedbacks sur des marqueurs biologiques, le biofeedback, que j'expliquerai à la fin, et également en temps réel, pour permettre de plus facilement s'adapter. Si j'ai mon feedback à la fin en me disant « Ah non, t'as pas réussi la tâche », ok, mais si j'avais su avant, peut-être que j'aurais changé de stratégie pour y arriver. Donc là, c'est également pouvoir essayer que l'enfant apprenne facilement à évaluer sa performance au temps T, voir le feedback qu'il peut se donner pour essayer de voir s'il est dans la bonne stratégie ou s'il doit changer de stratégie. Alors la tâche qualifiée, ça aussi c'est extrêmement important, donc ça marche beaucoup dans les nouvelles tâches écologiques. Si elles sont individualisées, l'entraînement cognitif personnalisé est bien plus efficace. Il faut que ce soit du concret et en lien avec l'objectif du patient. Et pour ça, il y a toujours, quand je donne des cours ou que j'ai des stagiaires, je leur disais toujours cette phrase, il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas être du tout fait. Faire des choses qui n'ont pas de sens, mettre de l'énergie dedans, ça vaut pas le coup. Il faudrait plutôt faire quelque chose d'utile pour le patient. Et donc là, le mettre dans un environnement qui peut être utile pour lui, il faut y aller.
La notion de transfert également, elle va être extrêmement importante. Souvent, ça c'est un des gros problèmes qu'on voit aujourd'hui dans les prises en charge classiques, c'est la question, il y arrive bien au bureau, il y arrive bien en situation. Par contre, à l'école, ça n'a rien changé parce que le transfert est extrêmement difficile. Alors, Weiss, il a travaillé sur ce schéma en 2006 sur le rendement occupationnel et qu'en fait, il s'était rendu compte que l'utilisation de la réalité virtuelle pour le rendement occupationnel était favorisée par le thérapeute. Donc, il faut vraiment un environnement virtuel et un thérapeute qui facilite ce transfert. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez pas simplement mettre votre patient dans un casque de réalité virtuelle et après le renvoyer chez lui. Il va falloir travailler avec lui pour qu'il comprenne que les nouvelles stratégies qu'il a mis en place, il doit pouvoir les mettre en place dans cet environnement-là. Donc, évidemment, il faut que la réalité virtuelle soit bien faite, sentiment de présence, les aspects de la cognition, de l'écologie, etc. Tout ça doit bien être mis en place. Alors là, on va voir un exemple concret de rééducation du TDAH par la réalité virtuelle. Donc ici, c'est avec la Virtual Classroom de Rizzo qu'on a vu un petit peu plus haut. Alors eux, ils ont travaillé sur la remédiation des fonctions attentionnelles sur deux aspects, la distractibilité et l'attention soutenue. Donc c'est-à-dire avec des temps un peu longs. Alors, ils ont augmenté la difficulté selon les distracteurs qui ont été hiérarchisés de manière progressive, c'est-à-dire soit un bruit ambiant, et après on est parti vers des stimuli visuels, ensuite on est parti vers des stimuli auditifs non alertants, comme un bruit de papier froissé, un stimulus auditif alertant, une sonnerie de cloche, et après ils ont été faire du auditif et du visuel hors champ visuel, livre qui tombe, ou dans le champ visuel, un bus qui passe dans la rue. C'est-à-dire que le livre qui tombe, il est derrière nous, il n'est pas dans mon champ visuel. Ou alors je vois le bus déjà arriver dans mon champ visuel à travers la fenêtre et je vois ce qui se passe. Alors, la rééducation se faisait de cette façon-là, ils accueillaient l'enfant et ils le mettaient en situation, 10 minutes de classe virtuelle avec cette hiérarchie, 10 minutes de métacognition, voilà, voici tes performances, voici ce qui s'est passé quand la cloche, tu as entendu la cloche, voici ce qui s'est passé quand tu as entendu le livre, etc. Après, on repassait 10 minutes de classe virtuelle pour voir s'il était capable de mettre en place les nouvelles stratégies ou s'il avait bien compris la métacognition qui était faite juste avant, et on repassait par 10 minutes de métacognition pour clôturer la séance. Et on faisait ça pendant plusieurs semaines. L'étude est en cours, elle date de 2015, j'ai pas encore trouvé si elle avait été terminée ou pas, mais j'espère avoir la réponse au deuxième webinaire, donc je vais continuer mes recherches, contacter la chercheuse, voir si elle a la possibilité déjà de me donner des informations importantes. Alors, au niveau de la métacognition, la visualisation de l'enfant de ses performances et de ses résultats, c'était ses feedbacks. C'est-à-dire qu'en fait, il voyait ici donc les têtes que je vous avais montrées qui bougeaient dans tous les sens. Donc ici, c'est parce qu'en fait, avec les casques, on a les yaw, les pitch et les roll. C'est-à-dire qu'on est capable après de recombiner et que l'enfant voit qu'effectivement, il a tout le temps plus tourné la tête à gauche, à droite, etc. Et donc la métacognition travaillait sur les résolutions de problèmes et les stratégies à mettre en place. Alors là, on va voir un peu le cas de la remédiation cognitive de manière générale dans la rééducation du TDAH. En fait, la remédiation cognitive, c'est une intervention thérapeutique psychosociale qui a pour but de traiter les troubles cognitifs. Je ne vous apprends rien. Cette technique, elle est spécifiquement conçue pour un usage thérapeutique visant à restaurer, renforcer et compenser les capacités cognitives altérées et de manière indirecte à contribuer à améliorer l'autonomie des patients et leur fonctionnement socio-professionnel. Et du coup, on peut se poser la question, ok, mais quelle technique utiliser et pour quelle fonction cognitive l'utiliser dans le TDAH? Alors en fait, l'efficacité, elle a surtout été démontrée sur les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et avec un exercice qui était dérivé du Sustained Attention to Response Test, le SART, et du coup, c'était une amélioration des performances dans les évaluations pré- et post-test. Par contre, il n'y avait pas d'information sur le transfert. En fait, ce qui s'est passé, c'était que les exercices qui ont été donnés ont eu un effet positif sur le testing, mais pas sur le comportement du patient. Ça, c'est l'efficacité du type classique. En fait, ce qui se passe, c'est que il n'y avait pas ce qu'il fallait pour faciliter le transfert. Si on veut faciliter le transfert, le patient doit retrouver des mécanismes et des situations qu'il peut identifier et dans lesquelles il pourra mettre en pratique. Ici, je vais vous montrer un exemple. Je vous épargne juste la publicité. Voilà, c'est une tâche de Stroop pendant que vous conduisez. Voilà. Dans une ville vide.
Donc, c'est assez bref, je suis désolé. Et là, c'est pareil, on a une tâche de Stroop dans un salon. C'est-à-dire qu'on fait une tâche dans un environnement contextualisé, mais une tâche qui n'est pas du tout écologique. Et là, du coup, ça pose problème parce que on fait travailler l'enfant de manière très classique, seulement dans un environnement écologique. Et ça ne facilite pas le transfert parce que les mécanismes... Voilà. Il y a juste mon fils qui veut me dire bonjour. Donc on est sur des mécanismes qui ne permettent pas de transférer parce que au-delà de l'aspect de l'environnement écologique, la plus grande difficulté c'est de créer des tâches écologiques. Donc contextualiser c'est bien, mais encore une fois, si la tâche n'a pas les mêmes contraintes, ça va être extrêmement difficile de transférer ça à l'extérieur. Donc si vous créez si vous utilisez des logiciels de réalité virtuelle, utilisez des logiciels de réalité virtuelle qui vous permettent d'avoir des tâches écologiques en plus d'un environnement écologique. C'est ça que c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça qu'on a très peu de littérature sur le sujet parce que c'est extrêmement difficile à mettre en place. En fait, ces tâches écologiques, elles permettent vraiment de faciliter le transfert. Utiliser les techniques de remédiation, apprentissage sans erreur, les lignes de base, tout ça, on peut le faire assez facilement. Et également les comparaisons avec les performances dans la vraie vie. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc là, ici, j'ai 2 exemples de rééducation qui ont été faites en réalité virtuelle. Donc, si c'était une tâche de traversée de rue pour des patients avec une négligence, et en fait, ils comparaient les performances après rééducation dans le simulateur à une traversée de rue réelle. Et là, on voyait vraiment l'impact de notre travail dans le quotidien du patient, dans son autonomie. Et on pouvait du coup presque mesurer le transfert parce que les exigences étaient les mêmes. Et pareil, ici, réhabilitation de la mémoire, ils avaient recréé l'hôpital, ou en tout cas les couloirs d'un EHPAD, je crois, c'était des personnes âgées, et ils les entraînaient dans le simulateur, et après ils allaient mesurer si le comportement était le même, si le transfert était efficace ou pas, ou si ça avait augmenté les performances dans le monde réel. Donc, si vous utilisez la réalité virtuelle et que vous utilisez des contenus spécifiques, l'idéal, ce serait de pouvoir mesurer le transfert en mesurant l'impact dans le monde réel. Donc, pour ça, il vous faut une tâche qui soit la même en réalité virtuelle que dans le monde réel. Et ça, c'est difficile, mais pas impossible. Et ça, on le verra dans le 2e webinaire. Je vous donnerai des exemples beaucoup plus concrets. Alors, on va terminer sur le neurofeedback, parce qu'il y a quand même des choses importantes à dire dessus. Il y a eu un intérêt de plus en plus puissant du biofeedback, en tout cas de l'EEG dans le traitement du TDAH, dans le traitement du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'objectif du neurofeedback est de permettre au patient de rééduquer son cerveau afin d'y modifier les dysfonctionnements causant les handicaps au niveau de l'attention. En fait, on peut observer et moduler son activité cérébrale lors d'une simulation. Ça, je vous apprends rien, normalement. Et en fait, du coup, est-ce qu'il y a des effets? Alors, il y a une méta-analyse qui a cherché à montrer justement ce qu'il y avait un effet ou pas. Et elle a montré qu'il y avait un effet sur l'inattention. Pas sur l'impulsivité ou l'hyperactivité, mais plutôt sur l'inattention. Donc là, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à aller lire cette étude. Ce qui veut dire qu'en fait, l'avantage du biofeedback via l'EEG, c'est que ça permettrait de voir à quel moment, en fait, on est inattentif. Alors, il y a d'autres avantages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en l'état et seul, l'efficacité, elle reste modérée même si la technique, elle semble prometteuse. C'est-à-dire qu'on sait, on va vers une belle promesse, il faudra faire attention. En fait, il faut vraiment imaginer maintenant une prise en charge couplée réalité virtuelle, serious game thérapeutique ou applications similaires ou de stimulation et du biofeedback pour créer des interfaces combinées. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est-à-dire avoir une simulation pour pouvoir observer le comportement avec des aspects ludiques, mais en même temps sérieux et orientés thérapeutiques avec l'utilisation du biofeedback. Et cette interface combinée-là pourrait montrer que ça va fonctionner. Et c'est dans cette étude à venir, qui là, à cause de la Covid, a pris pas mal de retard, et c'est fort dommage.
Et donc c'est Victor Delvin de l'université de Mons en collaboration avec l'université de Lille, qui va utiliser l'EEG l'eye tracking, un environnement en réalité virtuelle et des simulations pour essayer de mettre en place un nouveau diagnostic ou une rééducation pour les enfants TDAH. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur et j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur ce sujet-là. Et voilà, c'est une belle promesse en tout cas et j'espère qu'il va pouvoir aller au bout de son projet assez vite. Alors, pour résumer, en conclusion, il y a de nombreuses études qui ont montré les avantages de l'utilisation de la réalité virtuelle dans différents contextes de rééducation et de prise en charge. Soyez en confiance pour utiliser la réalité virtuelle. Prenez vos précautions quand même, mais soyez en confiance. La réalité virtuelle elle va apporter plus de précision aux tests neuropsychologiques, mais encore plus d'informations sur le comportement naturel du patient. En tout cas, surtout pour l'analyse qualitative. Il reste encore de nombreuses études à mettre en place pour obtenir un test fiable pour le TDAH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un test de réalité virtuelle pour le TDAH seul ne suffit pas à diagnostiquer le TDAH. L'entretien clinique reste le meilleur, la chose la plus fiable. L'observation comportementale reste la plus fiable. Néanmoins, il est tout à fait possible d'utiliser la réalité virtuelle pour faciliter le diagnostic différentiel. Pour vérifier que le comportement qu'on a évalué via un questionnaire se reproduit bien dans l'environnement réel ou si les autres fonctions cognitives ne sont pas impactées. Alors, il y a des recommandations quand même par rapport à ça et des risques. Il faut quand même l'utiliser normalement la technologie, ne pas la surutiliser. Il faut s'adapter aux possibilités de chacun. Pas d'utilisation de la réalité virtuelle en première séance, un seul patient à la fois, pas plus de la moitié des séances doivent être faites en réalité virtuelle ou en réalité virtuelle avec un casque en tout cas. En pédiatrie et encore plus que dans d'autres populations, le risque de ne vouloir s'engager que dans ces activités et délaisser les autres types d'exercices est très grand. Si vous avez des enfants d'une dizaine d'années, que vous les faites passer sur du casque de réalité virtuelle ou via des applications de type un peu jeu pour la rééducation, ils vont s'éclater, vont adorer. Et si après vous dites sans les avoir préparés, bon bah maintenant on va faire un test faire un exercice sur papier, voilà, ça risque peut-être de se dire ouais c'est pas intéressant et peut-être pas s'engager aussi autant qu'il le devrait. Alors il y a aussi une surcharge cognitive qui est plus importante. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est pas encore 100% naturel, donc forcément il y a une surcharge cognitive qui apparaît. Et c'est l'effet waouh aussi qui peut être parfois un peu dangereux quand on se lance, surtout quand on n'a pas l'habitude. On se lance la première fois dans un environnement, puis on est là, waouh, c'est super beau et tout, nanana, et du coup, on n'arrive pas à se concentrer à 100% dessus. Ça diminue avec le temps. La surcharge cognitive aussi. Ce bilan-là, il est vraiment extrêmement intéressant de 2009 sur la réalité virtuelle qui, elle démontre très clairement qu'elle est bien au-dessus du papier crayon, bien au-dessus de la neuropsychologie 2.0 qui est la neuropsychologie informatisée, et aussi sur les aspects écologiques. Sauf sur le côté mise en situation réelle, bien sûr, mais la réalité virtuelle a énormément d'impact et aura énormément d'impact dans l'avenir. Alors, pour les prochains rendez-vous, du coup, je vais devoir faire une suite à ce séminaire parce que là, j'ai vraiment survolé. Je pense que vous allez avoir plus de questions que de réponses, donc j'essaierai d'y répondre prochainement. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir le faire parce que j'ai déjà le mois d'août et de septembre où c'est déjà plein. J'ai d'autres trucs à faire et un nouveau cycle à mettre en place, mais j'essaierai de faire ça d'ici octobre, novembre, peut-être même décembre, allez, grand maximum. Je donnerai cette deuxième partie pour aller vraiment plus loin avec cette fois des exercices concrets, des résultats, etc. et des bonnes méthodes pour vous utiliser la réalité virtuelle. Voilà, c'est la bibliographie. J'essaierai de la mettre dans le descriptif. À chaque fois, dans la description, à chaque fois, j'oublie. Mais j'essaierai de le faire cette fois, promis. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer? Donc, pour la session de questions, n'hésitez pas, vous avez le chat. Ou alors, si vous êtes dans le replay, vous laissez un commentaire et sinon je les vois et je pourrai y répondre. Ou alors, vous pourrez directement me contacter en mail privé ou via les plateformes, tout simplement. Classique, LinkedIn, Facebook, je peux répondre de partout.
Voilà, donc avant de répondre aux questions, je vais simplement clôturer l'enregistrement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à dans un mois.